Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de mai et il faut dire que je sais pas ce qui s'est passé au mois de mai mais j'ai beaucoup lu et c'est super cool, ça fait vraiment du bien et donc je suis trop contente et j'espère continuer sur ma lancée sur les mois qui arrivent. Pour un souci pratique et aussi surtout de temps pour vous, je ne vais pas représenter tous les livres que j'ai lus lors de mon challenge 24 heures Ridathon où j'ai vidé ma palle graphique puisque j'ai lu quand même une dizaine de livres lors de cette vidéo et que je les ai déjà tous présentés dans ce vlog, donc je vous mettrai le lien du vlog juste ici mais je vais pas les représenter dans cette vidéo là parce que ça ferait doublon. Je commence du coup avec les quelques graphiques que j'ai lus après avoir tourné ce vlog et j'ai donc lu les 4 premiers tomes de Black Butler publiés chez Kana et c'est de Yana Touboussou. J'ai donc commencé à me lancer dans la saga, j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Ici on suit un majordome pas tout à fait comme les autres qui sert une famille de nobles et notamment un comte qui s'avère être un enfant et on va vite se rendre compte que voilà, ce majordome il est un petit peu particulier, il est vachement fort, il fait vachement tout parfaitement et en fait c'est juste parce qu'il n'est pas tout à fait normal. On est vraiment dans une ambiance gothique, victorienne, Angleterre victorienne et c'est vraiment une ambiance que personnellement j'adore. Mais j'avoue avoir été un peu mitigée, en tout cas sur les 2 premiers tomes, j'avoue que j'ai pas trop su si je voulais continuer ou pas. Et ça s'améliore sur les tomes suivants, donc sur 3 et 4. En fait au début je trouve qu'on n'a pas trop d'intrigue, on sait pas trop... En fait on n'a pas quelque chose qui nous tient en haleine pour aller plus loin. Et ça arrive sur la fin du 2 et ensuite c'est vraiment un peu plus lancé dans les tomes 3 et 4. Et du coup c'est vrai que maintenant on commence à avoir des réponses aux quelques questions qu'on avait qui du coup génèrent d'autres questions. Du coup là ça y est, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer pour comprendre toute leur relation entre ce majordome et ce comte, savoir comment tout ça s'est créé, comment tout ça s'est passé. Et du coup c'est vrai qu'il faut en fait réussir à passer le cap du début pour vraiment rentrer dans l'histoire. Donc voilà, je suis contente d'avoir continué. C'est pas la meilleure des sagas que j'ai lues en manga, mais malgré tout, pour l'instant, elle me donne encore envie de continuer, donc je vais continuer. J'irai peut-être pas jusqu'au bout puisque c'est une saga en 30 et quelques tomes, je crois actuellement. Il me semble que ça sort encore. Donc voilà, j'irai peut-être pas jusqu'au bout, je vais peut-être me lasser bien avant, mais pour l'instant, je suis rentrée dedans et je vais continuer. Niveau roman, j'ai lu le dernier livre de la sélection du prix Pocket Jeunesse, donc Bad H, le tome 1 Étincelle de Alina Note, donc chez Pocket Jeunesse. Donc je l'ai lu au début du mois, enfin je l'ai commencé on va dire à cheval entre avril et mai puisque le vote se faisait début mai. Mais j'ai quand même fini de le lire même si j'avoue que j'étais pas hyper emballée. Ici on est dans une romance hyper cliché où la fille invisible du lycée est folle amoureuse depuis des années du quarterback de l'équipe, le chef de l'équipe de foot de l'école qui lui visiblement s'en tape un peu d'elle clairement et elle va monter tout un stratagème avec le meilleur ami de ce mec pour justement réussir à le faire tomber dans ses bras. Donc voilà, on est vraiment sur du cliché à fond, lycée américain, triangle amoureux, voilà, c'est pas de ouf ma cam, mais j'ai été finalement très surprise parce que il est quand même assez gros, il fait plus de 500 pages et c'est hyper addictif. Je me suis pas vue tourner les pages et j'avais beaucoup de mal à le laisser poser malgré le fait que voilà c'est ultra cliché, il y a zéro doute, je valide pas du tout ce qui est amené dans ce livre mais malgré tout c'était hyper addictif et j'ai pas pu m'empêcher de tourner les pages et de continuer ma lecture et je l'ai fini en quelques jours. Je ne suis pas sûre que je lirai le tome 2 parce que voilà on est sur du hyper cliché, on est sur de la romance, c'est pas ce que je lis tout le temps mais en même temps je pense qu'il y a une volonté dans le livre, en fait il n'y a pas vraiment de fin. On dirait qu'ils ont coupé le livre en plein milieu. Je ne pense pas que ce soit de Pocket Jeunesse que ça vienne mais je pense que c'est pour nous lancer sur le tome 2 et nous inciter à aller sur le tome 2 mais en fait on n'a pas vraiment de fin. J'ai l'impression d'avoir laissé un roman inachevé alors que c'est pas le cas. Donc peut-être que je me laisserai tenter par le 2 pour voir, notamment si le personnage principal décide de faire de meilleurs choix et commence à ouvrir les yeux. Mais voilà, j'ai été surprise, je m'attendais à bien pire, je pensais que je réussirais même pas à le finir et finalement ça a été quand même agréablement sympa. Par contre j'ai vraiment eu l'impression tout au long du roman
d'avoir vraiment pris 10 ans de moins, d'être revenue à mes 13 ans quand je lisais des romances un peu à l'arrache sur Wattpad. J'avais vraiment le sentiment que ouais, ça avait pas été hyper retravaillé et ouais, de lire sur Wattpad comme je le faisais il y a 10 ans. Et en fait c'est un livre qui a d'abord été publié sur Wattpad et qui a ensuite été édité. Donc voilà, ça se ressent de ouf, je pense qu'il n'y a pas eu trop de retravail derrière et du coup c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps je pense que c'est aussi ce qui va plaire aux gens qui aiment ce genre de livre. Voilà, pas trop d'autres choses à dire si ce n'est que c'était pas si terrible. Après c'est pas non plus la lecture de l'année, mais ça se lit bien et c'est un peu trop cliché pour moi. Surtout qu'on aurait pu aller dans l'originalité et détruire ces clichés, mais c'est même pas le cas. Donc voilà, un peu déçue de la fin et du coup je lirai peut-être le tome 2 pour voir si finalement on va réussir à les détruire ces clichés. J'ai ensuite lu Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Gliocas, publié chez Hachette. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment. Je sais qu'il est plutôt vibes automne. Au début je voulais plutôt le lire au moment d'Halloween. Et de toute façon, une fois l'avoir lu, il vaut mieux le lire à Halloween si vous n'êtes pas forcément hyper fan du style. Je l'ai lu lors de mes vacances, donc je suis partie à la mer, pas très loin de la Bretagne, et l'histoire se passe en Bretagne, donc je trouvais que ça allait plutôt bien. Ici, on va suivre 3 jeunes filles qui, au début du livre, ne se connaissent pas et qui vont finalement commencer à lier une sorte d'amitié, notamment autour d'un grimoire qu'elles vont retrouver. Elles vont se lier d'amitié et elles vont commencer à faire des essais avec ce grimoire. Et voilà, il va s'en suivre une aventure assez rocambolesque où elles vont comprendre pas mal de choses et grandir énormément au cours du livre. J'ai vraiment aimé dans le livre tout ce qui était décor, vraiment la Bretagne, la forêt de Brocéliande, ça j'ai adoré, et aussi tout ce côté un peu mystique, un peu magie. Après j'ai moins accroché avec les personnages qui déjà à l'origine sont tous très différents et où malgré tout on a quand même beaucoup de mal à les imaginer se rapprocher et devenir amis. Alors elles ont chacune leur petite, le petit truc qui fait qu'on les aime, mais c'est vrai qu'on n'imaginerait pas les 3 ensemble, on n'imaginerait pas que les 3 fonctionneraient ensemble. L'autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est que j'ai trouvé qu'elles avaient des réactions un petit peu enfantines, et que ce soit du coup nos 3 personnages principaux ou les autres personnages, on va dire les autres élèves de leur classe. Je crois que dans le livre elles entrent au lycée ou quelque chose comme ça, donc elles doivent avoir quand même 15-16 ans, enfin c'est plus des enfants, et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elles avaient des réactions, des réflexions qu'on aurait pu avoir au collège finalement, et qu'il y avait vraiment un décalage entre leur âge et ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles exprimaient. Et l'autre petit bémol que j'ai eu sur ce livre, c'est qu'il y a des sujets hyper importants qui sont évoqués, notamment tout ce qui va être harcèlement scolaire. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le livre et que j'ai pas trouvé toujours hyper bien mené, hyper bien travaillé. J'ai parfois même eu l'impression que c'était presque banalisé, et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage de le mettre, de l'inclure dans le livre et de ne pas le travailler suffisamment pour que ce qui en ressorte soit vraiment bon. Pour moi c'est encore plus paradoxal dans le sens où les réactions de nos personnages sont hyper enfantines, alors que ce qu'elles vivent devrait justement plutôt les faire grandir et avoir des réflexions plus matures, on va dire. Et pour moi les deux sont pas hyper pertinents ensemble finalement. Donc voilà, ces petites réflexions là elles m'ont un petit peu dérangée, mais malgré tout je vais lire la suite parce que j'ai vraiment bien aimé tout ce qui était ambiance et décor, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai ensuite, à l'occasion d'une soirée dédicace qui se faisait à la librairie où je travaille, j'ai lu du coup un livre de chacune des autrices qui étaient présentes. Et donc notamment À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché, donc publié chez Le Livre de Poche. Donc ici on suit une famille qui va louer pour l'anniversaire de la grand-mère la maison d'enfance dans laquelle ils ont grandi et qu'ils ont été obligés de vendre des années avant. Et lors de ce week-end on va vite se rendre compte que finalement tout le monde a des secrets les uns pour les autres, certains sont au courant, d'autres non, et on n'a qu'une hâte, c'est que tout explose, à quel moment tous les secrets vont se révéler. Et j'ai trouvé ça hyper prenant, hyper addictif. C'est vraiment une lecture pas du tout prise de tête. Alors oui, il y a des choses qu'on voit venir, il y a des mystères qu'on voit venir, notamment le gros plot twist. J'avoue que j'y ai pensé, j'en étais pas certaine, mais j'y ai pensé et du coup j'étais quand même un peu contente que ça arrive.
mais j'ai été déçue de l'avoir un peu deviné à l'avance. Mais c'était une super lecture, hyper addictive, que j'ai lue en l'espace de quelques jours et vraiment on voit pas les pages défiler. Et j'ai trouvé ça hyper sympa et les décors sur l'île de Groix étaient vraiment sublimes, donc j'ai vraiment envie d'y aller du coup maintenant. Et j'ai pu rencontrer l'autrice du coup lors de la soirée qui a été adorable et voilà, une vraie découverte. J'ai donc pour cette soirée également découvert des livres de Sophie Talmen et j'ai donc notamment lu La promesse du Nil qui est son dernier, publié chez Albin Michel. Dans celui-ci on va découvrir le destin croisé de deux médecins. Donc on a un premier, Yann, qui est un petit peu âgé, qui doit se faire opérer et qui cherche désespérément un remplaçant pour son cabinet puisqu'il travaille sur l'île de Groix et qu'il est le seul médecin et qu'il ne peut pas abandonner la patientèle. Et de l'autre côté, on va suivre un médecin qui rentre de plusieurs années d'intervention à l'étranger où il faisait un petit peu médecin sans frontières, etc. Où il a sauvé des enfants, voilà, il a fait la guerre on va dire. Et il rentre, il est un peu traumatisé, il veut plus être médecin, il sait pas ce qu'il veut faire mais il veut plus être médecin. Et finalement il va prendre le remplacement sur l'île de Groix. Et on va le voir se transformer et découvrir en fait ce que veut dire être médecin sur une île et découvrir un petit peu la patientèle qu'on peut avoir quand on est médecin généraliste. J'ai trouvé ça hyper touchant. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené, que tous les personnages qu'on nous présente plus ou moins au début réussissent tous à avoir une histoire qui va s'imbriquer avec celle des autres et j'ai trouvé ça génial. J'ai aimé voir l'évolution de justement tous nos personnages, de voir comment leurs réactions commencent à évoluer et j'ai vraiment eu l'impression de faire partie intégrante en fait finalement de cette famille qu'on retrouve sur l'île de Groix. Les décors étaient vraiment juste sublimes. Voilà, comme je le disais, j'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir l'île de Groix après avoir lu ces deux livres qui en parlent parce que ça a l'air d'être une île magnifique. Et voilà, c'est vraiment un livre que je conseille aussi. On est sur un livre sans prise de tête, idéal pour cet été, à lire au bord de la plage, on entend la mer, c'est parfait. Et voilà, je peux que vous conseiller. J'ai ensuite fait une relecture de La Petite Sirène, donc de Hans Christian Andersen. Donc celui-ci, c'est une édition illustrée par Benjamin Lacombe, publiée chez Albin Michel, qui est juste sublime. Voilà, on a des belles planches comme ça qui sont juste magnifiques. Et je suis une vraie fan de La Petite Sirène. Donc, c'était juste trop beau de redécouvrir l'histoire illustrée par Benjamin Lacombe que j'adore. Ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est que, alors on est loin du Disney La Petite Sirène, j'avais déjà lu le conte originel et j'avais pas pris conscience de toutes les petites subtilités qu'on avait dans le conte. Et là c'est vrai qu'avec la plume de Benjamin Lacombe, les dessins de Benjamin Lacombe, et je sais qu'ils ont retouché un petit peu au texte et notamment ils nous expliquent au début, donc j'ai vraiment lu les explications au début, en fait de l'origine du conte de La Petite Sirène, de pourquoi Hans Christian Andersen a écrit La Petite Sirène et ce qu'il ressentait, etc. Et du coup j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture en comprenant ce que ça engageait. Et donc voilà, en fait La Petite Sirène c'est clairement une représentation de Hans Christian Andersen et de son amour impossible pour, je ne sais plus son nom, mais un homme de son époque. Et en fait, voilà, c'est hyper limpide une fois qu'on en sait toutes les infos. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc je suis très contente d'avoir relu et d'avoir pu découvrir les images de Benjamin Lacombe et c'était super. Enfin, pour terminer, j'ai lu une brique au mois de mai et je suis contente, j'ai réussi à la finir. Il s'agit du tome 7 de Harry Potter, donc Et les reliques de la mort de J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Et quand je dis que c'est une brique, il fait 800 pages, donc c'était pas facile à caser avec toutes les lectures que j'ai fait à côté, mais j'ai réussi. Je ne vous présente pas Harry Potter, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, mais j'avoue que c'est peut-être un de mes préférés dans le sens où je l'ai trouvé vraiment addictif et que j'ai adoré me replonger à chaque fois dedans, ce qui n'a pas été le cas avec tous les tomes, mais j'ai vraiment adoré y retourner, surtout que celui-ci est vachement calqué avec le film, enfin les films du coup, et c'est vrai qu'à chaque chapitre je pouvais me rattacher au film et du coup, je sais pas, pour moi c'était quelque chose en plus et j'avoue que j'ai préféré ça plutôt que d'avoir à tout redécouvrir. J'ai été un peu déçue par la fin qui je trouve est hyper rapide par rapport dans les films. J'ai l'impression que dans les films la bataille de Poudlard elle dure 1 heure et en fait j'ai trouvé que là c'était résumé en 3 chapitres. Vraiment j'ai eu l'impression que ça allait super vite, qu'il manquait plein de choses. Alors peut-être que c'est parce que dans le film ils ont voulu rendre ça beaucoup plus spectaculaire et du coup ça fait un effet waouh et qu'on n'a pas dans le livre. Mais du coup c'est vrai que j'ai trouvé que la fin allait vachement vite. Surtout quand on sait que J.K. Rowling est plutôt spécialiste pour la longueur.
Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui s'enchaînaient et ça aurait pu mériter peut-être un peu plus de détails pour le coup. Alors par contre, il y a un truc que je retiens, c'est que J.K. Rowling ne sait pas faire mourir ses personnages. À part Severus Rogue, la seule mort que je n'ai pas à critiquer dans celui-ci, c'est Severus Rogue, clairement. Mais très franchement, à chaque mort de personnage, surtout que connaissant les films assez bien, je sais quand même, on va dire, les personnages principaux qui meurent. Et en fait, du début, j'ai été déçue par quasiment toutes les morts. J'ai trouvé que c'était hyper mal amené, notamment Edwige. J'ai eu un doute sur si c'était sa mort ou pas qu'elle venait d'annoncer, tellement c'est mal fait. Je l'ai relu plusieurs fois et en fait on doit attendre d'être... Enfin qu'on le dise clairement pour en être sûr, et j'ai trouvé que c'était hyper flou. Et du coup ça n'a généré chez moi aucune émotion, alors que dans le film je trouve ça déchirant. Dans le livre j'ai fait d'accord, très bien. Donc voilà, un peu déçue, mais bon, ça m'étonne pas énormément puisque j'ai pas hyper accroché dans tous les cas avec la plume de J.K. Rowling et sa façon d'écrire, on va dire ça comme ça. Autant j'accroche à l'univers parce que j'ai les films derrière, mais voilà, c'est pas, pour moi c'est pas un gros coup de cœur. Je suis contente malgré tout d'avoir enfin fini de lire la saga, donc il me reste les contes de Biddle le Bard et du coup la pièce de théâtre à lire, ce que je suis en train de faire actuellement. Mais voilà, je voulais absolument finir toute la saga pour le 10 juin puisque je participe avec la librairie où je travaille à la grande finale de Gallimard autour de Harry Potter, donc qui se tient à Paris. Donc voilà, je voulais absolument tout finir avant d'aller justement à cette grande finale puisqu'il y aura un quiz et que le quiz porte plutôt sur les livres que sur les films. Et que j'aurais été bien mal si je n'avais pas fini. Donc voilà, j'ai fini. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que j'essaierai de tourner un vlog autour justement de cet événement, de ce tournoi où je vais, puisque en plus de ça, il se déroule au niveau de l'exposition Harry Potter où on aura du temps exprès pour visiter l'expo. Donc voilà, je pense que j'essaierai de faire un mini vlog en tout cas sur cet endroit, puisque ça a l'air assez génial. Mais du coup voilà, c'était ma dernière lecture du mois de mai, donc je suis contente, j'ai réussi à le finir, mais c'est clairement pas la lecture de l'année. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture qui est quand même assez long, puisque j'ai quand même pas mal lu. Je crois que je suis à 21 ou 22 livres au total de lus sur le mois de mai, en comptant également tous les graphiques du vlog, ce qui est quand même assez gros. Sachant que si on remet tout ça en nombre de pages, alors certes j'ai lu beaucoup de BD et de manga, mais je suis à un peu plus de 5000 pages tournées rien que sur le mois de mai, ce qui me paraît immense. Donc voilà, je suis trop contente de ce que j'ai pu lire. Dites-moi vous en commentaire les lectures que vous avez fait au mois de mai, laquelle a été votre coup de cœur ou si vous avez eu des déceptions. Et dites-moi surtout si vous avez lu des livres que j'ai lus ici et si vous avez les mêmes avis que moi ou pas. Notamment sur Harry Potter, est-ce que je suis la seule à trouver que J.K. Rowling ne sait pas faire mourir ses personnages, ou est-ce que je ne suis pas la seule et que d'autres ont le même avis que moi? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à liker la vidéo parce que ça me fait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.